Mesdames, messieurs, toute la technique de TV, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes en plein dans le cadre de notre émission Écoutez pour comprendre. Et s'il y a un endroit, il faut bien écouter pour bien comprendre ce qu'on a à faire, c'est la musique. Nous recevons un artiste que pratiquement toute, on peut même dire que toute la planète connaît, parce qu'il est vu dans le monde entier. Nous recevons aujourd'hui M. Alfred Vaz. M. Alfred Vaz, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Rabin. Bonsoir, chers téléspectateurs. Alors, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Avec plaisir. Aujourd'hui, on va parler de la musique. Beaucoup de personnes sont persuadées, plac-attaque, en tambour, et ça fait tambour. Faux ou vrai? Oui, c'est-à-dire que c'est vrai que souvent on pense que ce qui est à nous n'a pas de valeur, alors que c'est le contraire. Moi, j'ai eu la chance, j'ai eu une chance incroyable d'être travaillé donc en tant que percussionniste à Paris. Et j'ai eu la chance de rencontrer mes Césaire qui m'invitent à venir enseigner le tambour en Martinique. Ça se passe en 1976. Donc lui, il nous dit que les arts sont des armes miraculeuses. Donc voilà. Et pour beaucoup de personnes, parce que en fait, le tambour, lorsque j'étais jeune, l'autre cas le tambour, on était dénigré. Hein? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, le tambour, en réalité, c'est contre chez nous. C'est comme l'âme d'un peuple. On n'a pas vraiment conscience. Bon, à l'époque, j'habitais Sainte-Thérèse. J'habitais Sainte-Thérèse, et je me souviens, je partais répéter un jour avec un groupe de musique traditionnelle, et je prends un bus, et le chauffeur du bus me dit, au cas monter, mais tambour là, arrêté à terre. Elle dit que voilà, vous montez, mais votre instrument, je ne veux pas voir votre instrument dans le bus. Il est indésirable. Voilà. Alors, mon cas dit, français en créole, parce que moi, ça connaît mon cas côté, tout partout, il faut que je comprenne ça, nous dire. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Vous montez, mais l'instrument reste par terre. Et j'avais 14 ans à l'époque. Mais on a quand même eu du chemin à l'époque. C'est un choc. Depuis cette époque, on a quand même fait du chemin. Je me rappelle aussi que c'était, mon Dieu, c'était je ne sais pas en quelle année, quand il fallait commémorer la libération des esclaves, de nos aïeux, mis en esclavage, c'était le 22 mai. À l'époque, nous, Tambouillés, enfin moi, personnellement, avec des militants, on partait dans les montagnes, on partait dans les mornes, de gros mornes, pour jouer au tambour, pour célébrer le 22 mai, alors qu'à l'époque, c'était interdit. Oui. C'était interdit, c'est-à-dire que si on savait qu'on célébrait le 22 mai, voilà, quelque part, on était tout de suite emmenés, mis carrément, voilà, affichés, et tout ça, révolutionnaires et tout. Et aujourd'hui, je dis à tambour tout partout, le 22 mai, c'est joue tambour. Mais à mon époque, c'était pas comme ça. Oui, c'est comme à l'époque de, comment il s'appelait, il y a eu Maurice Cloutier, oui, qui était un musicien, qui jouait, qui vous a quand même permis de jouer aussi du tambour. Et il y avait, il est mort, son nom m'échappe. Il jouait, il chantait Mouna. Oui. Mouna, il habitait dans notre quartier. À l'époque, c'était un indésirable. Et oui, c'est à sa mort qu'il a été mis en valeur. Oui, mais déjà, il y a eu, à l'époque de Marius, il y avait aussi Francisco. Francisco, il y a eu... Francisco qui est parti vers les études, qui revient avec des percussions. Et à l'époque, c'était pas admis. Non. La question de ça. Il y a eu Joe Cavla. Oui, Joe Cavla a été celui qui m'a mis sur scène, qui m'a permis d'improviser sur scène. C'était à l'époque, c'était à l'Olympia. J'étais gamin. J'avais 16 ans à l'époque. Et on répétait avec un groupe de musiciens, et il passe pour la salle de répétition, il nous entend répéter. Il vient, il sortait du Canada à l'époque. Il était au Canada avec Maurice Cloutier. Oui. Il rentre du Canada. Il avait peut-être fait 10 ans à peu près au Canada. Il rentre et il nous dit, bon, ça sonne bien. Est-ce que vous voulez m'accompagner à l'Olympia dans 2 semaines? Donc on répète avec lui, on se retrouve sur scène. Et ce jour-là, moi je me souviens, à un moment, ils improvisent. C'est super musicien, Joe Cavla. Super musicien. Et moi, du haut de mes 16 ans, je suis derrière une timbale, il me dit, bon, toi, solo.
Et je suis surpris. Oui. Mais il faut jouer. Ça a été la première fois que j'improvisais sur scène en Martinique grâce à Joe Cabral. Voilà. Ça, c'est une sacrée époque. Sacrée époque. Sacrée époque. Et ça me rappelle aussi Marius. Marius qui un jour, on se rencontre, je ne sais plus où, et il me dit, mais on m'a dit que tu es batteur. Je lui ai dit oui. Et Marius me dit, il me dit, bon écoute, est-ce que dimanche je suis disponible? J'habite le Diamant, viens, amène ton instrument, on va jouer un peu, il était là avec Onelan, un tromboniste canadien. Et donc le dimanche, je monte à Diamant, chez Marius, je mets mon instrument, et on joue, enfin un bœuf, on joue. Et Marius était content. Et là, j'avais déjà quand même 21 ans. Et Marius était content, et Marius me dit, écoute, moi j'aime ta façon de jouer, tu pars avec moi au Canada, c'était au mois de juillet, il me dit, je repars en septembre, je t'emmène avec moi au Canada en septembre. J'étais heureux, c'était incroyable. Et quand je rentre à la maison, que je dis à ma mère, je vais partir dans 2 mois vers le Canada avec Marius Cloutier, qui est un musicien hors pair, Oui. qui a connu le monde entier. Ma mère me dit, qui m'a signé bon? Parce qu'à l'époque, j'étais mineur. Je n'avais pas encore 21 ans, en fait. Parce que j'étais mineur. Et ma mère m'a dit, qui m'a signé bon? Quand j'étais pas encore majeur, c'est elle qui devait signer pour moi. Et elle m'a dit, non, je ne pas signer bon. Canada, ça trop loin, etc. Elle n'a pas signé. Finalement, je ne suis pas parti avec Marius. Et ça a été le chagrin de ma vie, ça. Ouais. Ouais. Mais n'empêche que ça n'a pas été le frein. Ça n'a pas été un frein, parce que bon, je crois que je suis aussi d'une génération de personnes qui osaient aller à fond dans ce qu'on faisait. Et mon père m'a donné cet exemple-là, toujours aller être à fond dans ce qu'on fait. Toujours plus haut. Toujours plus haut, tu vois. Ce qui fait que, jeune, je savais quoi. Mon père est mort, j'avais 9 ans. Mais à 9 ans, il m'avait déjà vraiment donné tellement d'enseignements sur la vie. Et je le remercie pour ça. Jeune, j'ai peut-être entre 12 et 14 ans. Et je décide d'être musicien. Ma mère ne veut pas de ça, mais je décide d'être musicien. Alors, l'école là, ça m'arrive à l'école, en plein cours, de tapoter sous la table et d'écouter ce que je fais. Souvent, j'entends Varas, dehors, vous ne suivez pas. Mais c'est peut-être plus fort que moi, le tambour même m'appelait à cette époque-là. Et aujourd'hui, je suis percussionniste, je suis tambouiller, je suis aussi batteur. Mais je suis en plein de la musique. Je compose, j'écris, etc. Mais je fais des styles très variés, du jazz, de l'old music, du reggae et tout. Je fais tout sortes de musique et je me suis carrément formé moi-même. C'est-à-dire que je suis autodidacte. Oui. Je n'ai jamais pris de cours de musique. Et je me suis dit un jour, je veux être musicien. Donc ça demande de la rigueur, ça demande du travail, ça demande vraiment d'être intransigeant avec soi-même. Si on veut y arriver, eh bien, même comme un travail. Quand je connais en créole, je m'en foutais comme un travail. Et ça a donné naissance à Diffé, à l'époque. Oui, ça a donné naissance à Diffé, mais même avant Diffé. Avant Diffé, je me trouve donc sur Paris. À l'époque où Aimé Césaire me demande de venir enseigner en Martinique, je suis sur Paris, je joue avec des groupes différents. Je joue par exemple avec Ali Ova, qui est un tromboniste en guadeloupéen de jazz, c'est un excellent musicien, je fais un album avec lui. Émilien Antil, qui est un saxophoniste guadeloupéen, un excellent musicien, je fais un album avec lui, je fais un album avec Henri Guédon. Et là, j'ai 21 ans, 21, 22 ans. Ce qui fait que la détermination, ça paye. Le travail, ça paye. La volonté, ça paye. Oui. Voilà. Et donc, effectivement, comme tu viens de dire, alors, Diffé, j'entre en Martinique, comme m'a demandé Aimé Césaire. Là, j'ai 26 ans. J'entre en Martinique. Mais nous avons une relation quand même assez particulière parce que Césaire veut me montrer quelque chose que je n'ai pas encore bien saisi. Il veut me permettre de toucher à ce que je pourrais appeler la noblesse du tambour. La noblesse du tambour. Donc moi, je ne pas tambour, je joue tambour, je fais solo. Je me dis, mais lui, il veut m'amener à une dimension un peu plus élevée du tambour. Et comment il s'y prend? Césaire m'invite chez lui. À l'époque, je travaillais au CERMAC, bien sûr. De temps en temps, il m'appelle et il demande que si je suis libre, de venir chez lui. Je débarque avec mes tambours et on se met face à face dans son salon. Et Aimé Césaire en face de moi, il m'écoute, me dit,
de jouer. Et je joue. Et dès là, il écoute, mais vraiment religieusement. Et c'est là que je commence à comprendre qu'en fait, la vision qu'il a du tambour, c'est une autre vision. Et cette manière de jouer là, pour Césaire, de jouer à l'écoute, pour quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui apprécie, ça m'a poussé donc à vraiment à investiguer, à entrer dans sous-tambour même pour comprendre des bagailles. Et c'est ce qui a fait de moi un thérapeute, puisque j'interviens en musicothérapie, en milieu hospitalier. Oui. Et c'est ce qui a fait de moi. J'étais déjà enseignant, donc musicien, enseignant et musicothérapeute, grâce à cette approche que Césaire a eue et il m'a transmis vraiment ça, quoi. Il m'a transmis une vision du tambour qui m'a permis d'aller bien plus loin. Voilà. Oui. Alors, au départ, on a dit, comme j'ai dit, beaucoup de personnes s'imaginent qu'on peut prendre un tambour, taper dessus, et puis on se déclare tambouiller. Ce qui est archi faux. Lorsque quelqu'un qui ne sait pas, on en voit n'importe quel Martiniquais, il prend un tambour, n'importe quoi, il tape dessus, et pour lui, dès lors qu'il tape dessus, ça fait un son, lui, il est dans le vrai. Ce qui est archi faux. Oui, alors, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'il faut dire ce qui est. Nous, Martiniquais, donc nous, personnes de la diaspora, chose qu'on ne sait pas, le tambour nous habite déjà. Le tambour nous habite déjà. Hein. Ouais. C'est-à-dire que je fais, par exemple, je fais 1, 2, 3, 1, et B. Et B, c'est un bail que nous regardons tous les jours. 1, et B. Mais ce et B là, rythmiquement, il a une signification. Et si on fait 1, 2, 3, et B, c'est encore autre chose. Donc le rythme même, les syncopes, tout ça, ça nous habite déjà. Ce qui fait que je dis souvent à mes stagiaires, je ne vous apprends pas à jouer au tambour, je réveille le tambour qui est déjà en vous. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais actuellement, parce que je suis dans une période de stage où je forme des personnes. Oui, à ce propos aussi, il faut profiter pour dire deux mots dessus. Tout à fait. Et donc, je suis dans cette dynamique, mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup la pédagogie. J'aime beaucoup enseigner, moi, j'aime ça. Et donc, je suis attentif à la façon dont tel ou tel stagiaire va réagir au tambour. Et si je vois qu'il y a des difficultés à faire remonter ce tambour-là, mais je vais m'appliquer à trouver ce qu'on pourrait appeler éventuellement la faille, des choses, voilà, de manière à amener la personne à une pleine expression du tambour. Et moi, je suis passionné, c'est ça ma main. Voilà. Donc, normalement, le samedi, tu nous découvres. Oui, le samedi matin, oui, effectivement, il y a un concept que j'ai appelé baptême tambour. Baptême tambour. Parce que moi, je crois que ça aussi, c'est intéressant. Que tambour a baptisé nous. Baptême tambour. Samedi, j'interviens à un espace qui est pas mal, que je trouve pas mal. C'est au rond-point de la présence africaine. Voilà. C'est le village de la Résistance. Et tous les samedis, à 10h, j'enseigne le tambour. Et j'ai un groupe de personnes qui sont vraiment, vraiment, vraiment intéressants. Des gens qui sont vraiment intéressants, qui ont ce qu'il faut, qui ont le sens rythmique, qui ont une disposition. Beaucoup d'entre eux n'ont jamais joué. Mais quand je vois le résultat de ce que j'ai fait en 1, 2, 3 séances déjà, je vois qu'ils sont les aptitudes, voilà, ça s'éveille, quoi. Ça s'éveille. Tout remonte. Et donc, on va terminer par une prestation qui aura lieu au Vauclin. Et il y aura 5 cours, c'est-à-dire 5 sessions. Et après, on fait une prestation. Et tout le monde verra qu'il est possible de partir entre guillemets, de partir de rien, de faire des choses formidables avec le tambour. Ouais. Donc, c'est juste dans le rond-point du stade de Dinan, à côté du Grand Marché, oui. À gauche, dans le petit village qui a été créé, qui s'appelle le village de la Résistance. La Résistance, oui. Oui. Donc, c'est quand on sort de la rocade du côté quand on sort de l'autoroute, abricots, et qu'on descend, voilà, on tombe sur le rond-point de la présence africaine. Alors, ce que je voulais dire, quand je parle de tambour, j'ai encore, pour être Césaire aussi, j'ai encore un souvenir qui est incroyable. Césaire, c'est lui qui a initié avec le président Senghor le Festival des Arts Nègres. Ils le font dans les années 60 au Sénégal. Et la deuxième édition du Festival des Arts Nègres aura lieu en 2010, encore à Dakar.
Et je me trouve invité à ce festival. Mais vraiment, pour moi, c'est un honneur. Un festival que Césaire a édifié en Afrique. Je me trouve à ce festival, à jouer pour l'ouverture du festival. Donc je joue avec un homme qui s'appelle Doudou Jeanne Rose, qui est un percussionniste hors pair. C'est un gars qui a joué avec plein de gens, qui a fait des choses dans le monde entier. Et Doudou Jeanne Rose, qui est bien sûr mon aîné, il a 300 tambouillés. Et on fait l'ouverture du festival avec 300 tambours. Moi, sur mon tambour, et Apollon Valade, qui est le doyen des tambours martiniquais, était présent, et nous faisons une prestation. Et voilà qu'à ce festival, cet extraordinaire festival, je me trouve en face d'une tribune. Et dans cette tribune, il y a 6 présidents africains qui écoutent ce qu'on est en train de faire, cette ouverture du festival. Et il y avait d'ailleurs parmi eux, il y avait Kadhafi, qui ce soir-là avec la parole également. Et je me sens là, je me dis, mais quel honneur d'être là. Et en plus, je veux dire, par le biais de Césaire, qui est quelqu'un que j'admire. Donc voilà, c'est des événements comme ça, des occasions comme ça, qui me permettent vraiment de savourer des moments extraordinaires de ma vie. J'ai eu l'occasion de voir le défilé de l'armée sénégalaise à la fête de l'indépendance. Ouais. Ils avancent pratiquement au tambour. Hein. Oui, bien sûr. Ah oui. Pratiquement au tambour. Oui. Le tambour est partout, en fait. Oui. Le tambour est partout. Hein. Quand on regarde, le tambour est partout. Et essentiellement dans la diaspora africaine et en Afrique, le tambour est partout. Dernièrement, je montrais aux stagiaires comment on retrouve, par exemple, c'est juste un truc que je donne, une petite clé que je donne aux téléspectateurs. Le chiffre 7, qui est le chiffre de la Lune. C'est-à-dire qu'une semaine, c'est 7 jours. Et une semaine, quand elle est en mon enceinte, au départ, il a dit une 3 semaines, bien une 2 semaines. C'est-à-dire que la grossesse se compte déjà par semaine, et ensuite par lune. D'accord ? On dit pas, en réalité, c'est pas 10 mois de grossesse, c'est pas 9 mois de grossesse, mais c'est 10 lunes. 10 lunes. Donc c'est la lune qui gère ça. Et donc le chiffre 7 fait partie de la je pourrais dire de la dimension rythmique de l'univers, mais qui nous régit nous aussi. Donc, et le 7, le mouvement de 7, on le retrouve dans le Bélia, on le retrouve dans notre musique traditionnelle, on le retrouve au Brésil, on le retrouve en Afrique, on le retrouve dans le reggae, on le retrouve dans le boula guadeloupéen, et c'est ça, quoi. C'est des pulsions qui se font à partir du chiffre 7. Et ça, c'est miraculeux, c'est extraordinaire. Alors, propos que l'on peut constater, on prend un bébé, je dis, qui est dans son berceau, il entend il entend des clés de tambour, on le voit déjà bouger et réagir. Singulièrement chez, je dirais, ceux qui sont de descendance africaine. Oui. Par contre, en France... Particulièrement. Par contre, en France, descendance européenne, il réagit très peu. Sauf si c'est un métis. Oui. C'est quand même... Non, c'est simple. C'est une question de gène. Génétiquement, nous avons des choses qui sont programmées en nous. Le rythme, et d'ailleurs on parle de ça, on dit, bon voilà, le noir et le rythme, le noir et le sport, le noir, parce qu'effectivement, génétiquement, ça nous habite, et donc nous avons cette capacité que d'autres n'ont pas autant que nous. Oui. Je ne dirais pas que les leucodèmes n'ont pas de rythme. Je veux dire que la complexité rythmique qui nous habite va beaucoup plus loin que ceux qui les habitent. En tant que pédagogue, en tant que rythmicien, ça, je l'atteste. Hein. Nous avons, nous, Noirs, nous avons une capacité extraordinaire. Alors, je profite de ça pour dire quelque chose une chose qui est très importante. À l'époque de l'esclavage, il y a des Africains, des ethnies qui ont été emmenés chez nous. Oui. Bon. Alors, certains étaient Mandingues, Bambara, Wolof, etc., etc. Et ces tribus-là, ces ethnies-là, sont arrivées chez nous et se sont mélangées. Et donc, ce qui fait que nous, de la diaspora, nous avons des capacités exceptionnelles de rythme. Pourquoi ? Parce que, de manière simple, je vais ressentir, moi, ce qu'un Guinéen va faire, parce que
ça m'habite. Et en même temps, je vais ressentir aussi ce qu'un Congolais va faire. Qui a bien. Et je me retrouve à Paris. Il y a un festival, pas un festival, il y a un grand spectacle des Rolling Stones. Ouais, il me semble que c'était en 75 à au laboratoire de la Villette. Les Rolling Stones sont en concert et on cherche un groupe africain, un groupe de percussion, en avant-première. On me fait la proposition avec d'autres percussionnistes. Je vais au casting et je suis retenu parmi les... Il y avait 3 solistes, parmi les 3 solistes. Je suis retenu. On fait un super concert, vraiment de très bon niveau. Il y avait des Congolais, des Sénégalais, des Guinéens, etc., etc. Et ils m'ont choisi parmi les 3 solistes. Bon, le leader, c'était Aziz, il s'appelait Aziz. Et après le concert, je vais le voir et je demande pourquoi il m'a choisi parmi les 3 solistes. Et il m'explique qu'en fait, le jeu que je déploie, c'est... pardon. C'est un lien. Un cocktail, non? C'est un lien. C'est-à-dire que ma manière de jouer, quelque part, participe à unifier tout ce qui se fait là. Tout ça, c'est des ethnies différentes. Effectivement, et on n'a pas exactement la même sensibilité. Mais ma sensibilité, en tant que personne de la diaspora, en tant que Martiniquais, mon jeu est habité de plusieurs sensibilités africaines, des genres rythmiques africaines. Et quand il me dit ça m'ouvre l'esprit. Et c'est là que je commence à réfléchir. Je dis, mais effectivement, j'en ai parlé après avec Aimé Césaire, effectivement, nous sommes de notre ADN, à nous qui sommes martiniquais ou diaspora, notre ADN, il y a justement ces structures rythmiques-là qui se sont épousées, qui se sont mélangées, qui nous donnent une sensibilité particulière au niveau rythmique. Voilà. Pour moi, c'est un joyau, ça. C'est un cadeau de Dieu. Oui, parce que ceux qui ont fait l'Afrique peuvent comprendre ce qu'on dit. Ouais. Et quand on voit, par exemple, sur l'île de Gorée, lorsque nos Antillais arrivent, parce qu'il y a des groupes de chez nous qui vont jouer là-bas, on voit les différences. Oui, tout à fait. On voit des différences, mais en même temps, on trouve ce qui nous est familier. Oui, oui. Ce qui nous est familier. C'est surtout ça. Ouais. Alors, juste, je ne vais pas monopoliser la parole, mais juste pour vous dire que pour moi, c'est vraiment l'occasion, aujourd'hui, de le dire. C'est la première fois que je le dis, d'ailleurs, sur une télévision ou sur une radio. Quand on me dit, en Martinique, voilà les rythmes martiniquais. Les rythmes martiniquais, c'est le belay, le djamier, c'est ci, c'est ci, c'est ça. Moi, je me dis, mais pourquoi limiter la sensibilité rythmique martiniquaise à tel ou tel ou tel rythme? Je suis d'accord que ces rythmes-là dont on parle, le damier et le belay, font partie de notre patrimoine, c'est vrai. Je veux dire, mais en réalité, en nous, il y a une infinité de rythmes, On est polyvalent. On est polyvalent, mais je veux dire, nous avons une créativité rythmique qui est extraordinaire. Alors, par mimétisme, pour faire comme peut-être d'autres civilisations, nous allons essayer de limiter notre sphère rythmique, musicale à ça. Mais il n'y a pas que ça en nous. D'accord? Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand je parle des frères africains avec lesquels je travaillais, et si l'on ressentit ce que je faisais, c'est parce qu'effectivement, j'ai cette capacité de transmettre ma sensibilité et de la faire rencontrer avec d'autres sensibilités. Donc si j'ai cette richesse-là, pourquoi je veux, en Martinique, dire que je me limite à tel ou tel rythme? Et c'est tout. C'est comme en Guadeloupe. En Guadeloupe, on entend dire, les Guadeloupéens disent, oui, nous avons 7 rythmes. Eh bien, moi, je dis, en tant que Martiniquais, je dis que j'ai 1000 rythmes. Même si ça choque, je le dis, en tant que rythmicien, en tant que pédagogue, en tant que chercheur de rythmique, là, je le dis. En nous, il y a 1000 rythmes. Il y a une panoplie de sensibilités qui se sont mélangées, qui se sont épousées et qui habitent notre ADN. Voilà. Alors, compte tenu du fait que ça a quand même un bénéfice, je dirais, sociologique, psychologique. Oui. Le mieux, ça aurait été d'inviter nos enfants à apprendre à jouer. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ils apprennent juste pour se divertir et autres, mais en même temps pour se
construire. Oui. Parce que, bon, ça, il y a les thérapeutes le savent, certains médecins aussi le savent. L'acquisition rythmique développe, par exemple, la connexion entre nos lobes cervicaux, entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. La pratique musicale, et particulièrement la partie rythmique, la pratique rythmique, développe justement la connexion, l'électricité entre les lobes cervicaux. Et ne serait-ce que ça, c'est déjà bénéfique pour nos enfants, même pour les tout petits, déjà bénéfique. Et puis, il faut savoir aussi, là je le dis parce que on ne fait pas attention, parfois on ne fait pas suffisamment attention à ça. Un petit mamaï qui naît, je ne sais pas moi, même 10 mois. L'enfant a 10 mois, l'enfant 8-10 mois, l'enfant commence à se mettre debout. Mais déjà là, le gamin, il se met debout, il ne marche pas encore très bien, mais il se met debout. Mais si vous faites un... Il danse. Il a commencé à bonner. Parce que ça, il est lui-même un récepteur, et ce qu'il entend, le rythme qu'on va jouer, c'est un émetteur. L'enfant reçoit le rythme, et même sans avoir entendu particulièrement le tambour, il va bouger. Il va réagir à ça. Et donc, ça veut dire que déjà, les enfants, même tout petits, on peut déjà les initier à l'écoute, au tambour, à tout ce qui nous permet justement d'être nous-mêmes. Ça, c'est aussi important. Le tambour, c'est l'âme, pour moi, je dis, c'est l'âme martiniquaise, c'est l'âme africaine d'ailleurs. Et il faut s'y habituer, il faut vraiment se familiariser à ce qui nous appartient pour être pleinement nous-mêmes. Alors, donc, il faut casser ce concept qui voulait que dès lors qu'on touchait un tambour, c'était Baïvieneg. Mais bien sûr. Bon, donc, il faut qu'on puisse casser ça. Mais bien sûr. Et redevenir normal et faire en sorte que ça puisse permettre l'évolution des enfants. L'évolution des enfants, mais pas seulement des enfants. Des adultes après. Alors, je vais dévoiler quelque chose. Aujourd'hui, ça déplaise à certains, mais bon, mais j'ai pas trop le choix. Je vais souvent en Guadeloupe. J'avais quoi? J'ai ma sœur aînée qui était étudiante en Guadeloupe. Et je vais donc régulièrement la voir. Je suis déjà musicien. Je suis déjà professionnel. C'est-à-dire que j'ai mon salaire. Et donc je peux me permettre. J'avais quoi? J'avais peut-être 20 ans à l'époque. Et je vais donc en Guadeloupe assez régulièrement. Et je vois, souvent à la rue Fribourg, je vois un percussionniste qui s'appelle Vélo, qui est un tambouiller guadeloupéen, qui est connu, très, très connu en Guadeloupe aujourd'hui. Mais quand j'y allais, Vélo était... Ce qu'il faisait n'était pas spécialement apprécié. On lui donnait une petite pièce comme ça en passant, mais Vélo, je veux dire, il était l'un des rares Guadeloupéens à entre guillemets, imposer le tambour. Et chose qui n'était pas vraiment reçue du peuple guadeloupéen à l'époque. Bon. On retourne en Guadeloupe aujourd'hui, en 2024, mais le tambour, c'est la coqueluche en Guadeloupe. Le tambour est partout. Il y a même un festival de tambour. Akio, régulièrement, à la rue Fribourg, organise chaque samedi une rencontre de tambouillers, et le tambour est partout. Mais qu'est-ce qu'on observe? Et ça, je le dis, c'est tout à l'honneur du peuple guadeloupéen. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que le tambour en Guadeloupe contribue à cette unification du peuple guadeloupéen. Le tambour participe à cette unification du peuple guadeloupéen. Et nous avons aussi connu une période où le tambour est très, très utilisé en Martinique. Les années 70, début 80, le tambour est toujours partout. Quand l'Alma, le Bonhomme tambour, un vilain tambour, tout partout. Et on a délaissé le tambour, et quelque part, on se rend compte aussi, ça je le dis, parce que je vois que c'est vrai, la Martinique n'a pas cette même démarche d'unification, cette même démarche d'être ensemble, comme ça se passe en Guadeloupe. Et moi je crois que le tambour a à avoir quelque chose dans ça. Tu vois? Donc c'est pas simplement pour l'enfant, mais même pour le peuple. Le tambour, il a sa contribution. Tu vois? Et c'est un instrument d'ailleurs, je pense que tout le monde comprend ce que je veux dire. Là, un tambour à jouer, ça attire le monde. C'est un instrument qui unifie. C'est un instrument qui nous permet de partager des choses ensemble, et des choses qui nous habitent profondément. Donc c'est un instrument majeur. Et en même temps, ça peut participer à, je dirais, à un tassement de la violence actuelle que nous voyons à droite à gauche. Alors, il a fallu voir ça avec tout à fait, oui, un bien sûr. thérapeute. Alors là,
Là, aujourd'hui, c'est plus... Enfin, à ce moment-là, c'est plus le thérapeute qui va parler. Quand je me retrouve à l'hôpital avec mon tambour, j'ai par exemple dans la salle 15, 16, 17 personnes qui sont addictes, drogue, alcool ou autre. Et donc, il y a bien sûr l'hôpital, il y a des médecins, il y a des psychologues, donc des gens qui encadrent tous ces patients-là. Et dans mon atelier, dans l'animation que je fais à ces personnes, ces gens sont couchés sous des nattes par terre. Je viens, je prends mon tambour et je joue. Je joue. Alors, ce que je vais faire, c'est pas quelque chose qui est rythmiquement élaboré. C'est surtout de l'ambiance, une atmosphère, de la paix, de la joie. Voilà ce que mon tambour va émaner pendant 3 quarts d'heure, 1 heure. C'est quelque chose qui apaise. D'accord? Le tambour, c'est pas de blogo seulement, hein. C'est quelque chose qui apaise. Et donc, notamment à l'hôpital du Saint-Esprit, là où j'ai pas mal travaillé, les infirmiers qui accompagnent les patients le vivent eux-mêmes, puisque je leur demande aussi à eux d'être là, d'assister à la séance, mais d'y participer quelque part. Et eux, ils vont me donner leur avis, mais aussi les patients vont me donner leur avis. Et j'avoue que la 4e année, je me suis dit, non, il faut que j'interroge profondément les gens. Et je me rends compte qu'en fait, tout le monde, ils sont tous unanimes à dire que le tambour leur fait du bien, que ça les apaise. Et même des personnes que j'ai rencontrées une fois, un jeune qui était schizophrène, après la séance, je lui ai dit, alors, comment tu as vécu cette séance-là? Et le gars me répond, j'ai déposé mes valises. J'ai déposé mes valises. Et donc, pour revenir à ton propos, c'est vrai que le tambour peut contribuer à un apaisement de la violence en Martinique. Mais tout ça, ça c'est une stratégie. Il faut penser les choses culturellement, il faut penser les choses... culturellement, parce qu'en fait, c'est un programme politique. Il faut voir comment le tambour peut être utilisé dans la société martiniquaise. Et je veux dire, mais on a ça entre les mains. C'est nous qui pas faire. Tu vois? C'est nous qui cachons toute qualité, nous cachons les midi à 14h, parce qu'on pense que pour aboutir à tel résultat, pour atteindre tel résultat, il faut passer par tel. Non! Il faut simplement nous regarder, nous observer, nous, et comprendre ce qui correspond à nous. Et c'est possible. Oui, simplement, c'est une volonté politique. Oui, mettre en place les stratégies qu'il faut, faire les structures, tout ce qu'il faut pour qu'on puisse monter en puissance. Oui. Et baisser, comme je dis, la violence qui, de plus en plus, malheureusement, continue à monter. Tout à fait. Alors, je donne un autre exemple. Je rencontre un élu de la CTM. Un jour, nous parlions, et il me dit que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans pas mal de services administratifs, on a décelé, pas seulement, je ne parle pas de la 7e uniquement, je parle de manière générale, on a décelé des personnes qui, à cause du stress, de ça, font des burn-out, des choses comme ça. Et on discute, et je lui dis, mais personnellement, je peux apporter une amélioration, c'est-à-dire à travers des soins thérapeutique à partir du tambour. Et ça, je le dis parce que je crois, parce que je le fais concrètement à l'hôpital. Je sais que si dans les administrations, il y a la possibilité d'avoir un espace où des personnes qui sont dans une phase sensible, qui se sentent vulnérables, pourraient se retrouver dans la semaine, une fois, je sais pas, 1 fois ou 2 fois dans la semaine, à faire au casque, s'allonger et faire une séance, même s'asseoir, et faire une séance d'1 heure, 45 minutes d'1 heure, d'écoute, d'apaisement, comme je fais à l'hôpital. Parce qu'à l'hôpital, j'interviens, pour chaque patient, j'interviens 1 fois dans la semaine. Et ils voient le résultat. Donc, et je connais j'ai eu l'occasion de faire des séances de relaxation pour des personnes en grande difficulté émotionnelle. Et l'exemple que je donne, c'est quelqu'un que je connais. C'est une femme qui sort de chez elle un jour et qui se trouve en face d'un voisin qui l'agresse. Et elle me dit, le voisin, il m'a gardé. J'étais dos au mur. Pendant 1 heure de temps, le gars a un couteau à la main.
Et Bouclard a parlé moment pendant un temps, et j'ai Il est peur. menaçant. Et la femme me dit, je suis là comme ça pendant 1 heure, et je suis cassé. Je suis brisé, j'ai peur. Et après, le gars laisse partir, après sa voiture, et descend à Fort-de-France. Je la rencontre à Fort-de-France. Je la salue, je lui dis, reste un petit peu embêté. Elle me dit, tu sais, Alfred, tu sais d'où je sors. Voilà ce que je viens de vivre. Et je vais travailler. Je lui dis, non, je ne veux pas travailler. Viens. Et je l'emmène à une association, à Fort-de-France. Je prends un tambour, elle s'allonge, et je joue pour elle. C'est-à-dire que je lui fais une séance de relaxation. Ça a duré peut-être 30 minutes. Et si elle aurait la mission, elle va se reconnaître. Et cette femme, je la rencontre quelques jours après, elle me dit, tu sais, le bien que ça m'a fait, cette paix que j'ai ressentie, c'est resté sur 4 jours en mois, 4 jours en mois. J'ai travaillé, j'ai dormi, je me suis réveillé, tout ça, mais c'est resté en moi. Donc c'est pour dire qu'en fait, les médecins le savent. C'est pour dire qu'avec le tambour, on peut faire plein de choses. Il faut simplement avoir une conscience et se dire que culturellement, on a ce qu'il faut. Et comme tu viens de dire, ce qu'il nous faut, c'est vraiment un choix politique. C'est un choix politique. C'est un choix politique. Et je profite pour lancer cet appel-là à nos élus. Oui, pas besoin que ça soit décrété à Paris. On sait qu'on peut le faire. Faisons-le et faisons-le pour le mieux. Mais comment tu veux que ce soit décrété à Paris? Alors, parce qu'à Paris, ils n'ont pas notre culture. Non. Ils n'ont pas notre approche. Ni des problèmes sociétaux, ni des problèmes culturels, ils n'ont pas cette approche-là. C'est nous qui avons cette approche-là. Donc c'est à nous de reconnaître qui nous sommes, quels sont nos besoins, mais aussi quelles sont nos solutions à nous, nos solutions à nos problèmes. Et moi je le dis vraiment parce que je pense que, ça fait longtemps que j'enseigne. Ça doit faire, je suis entré en Martinique, Césaire m'a fait rentrer en 1976, j'ai commencé à travailler en janvier 1977, on est en 2024, ça fait à peu près 45 ans que j'applique, que je fais des choses. Et d'ailleurs, Césaire me disait qu'il veut que le tambour soit dans les quartiers, parce qu'il sait que le tambour va aussi aider les jeunes des quartiers à être plus forts mentalement, à être plus forts face à la vie, face aux difficultés de la vie, pour éviter la délinquance et des choses comme ça. Et ça, on l'a fait, concrètement on l'a fait. Avec les Césaire, on l'a fait. Voilà. On le voit dans un coup de main, ça se fait au tambour. Hein. Pardon? Dans un coup de main. Ah oui, la sautait. La sautait, ça se fait au tambour. Hein. Alors, la sautait, c'est autre chose, un autre rythme. Oui, alors la sautait se fait au tambour, c'est vrai. Mais, encore une chose que je dis, d'ailleurs, nous avons en Martinique aujourd'hui, nous avons mis en place donc, ce que j'appelle la lignée de Romain. Romain, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui avait été mis en esclavage et qui, en 1848, décide de prendre son tambour et de jouer, alors que c'est interdit, de jouer pour accompagner, pour soulager des femmes qui rappent le manioc. C'est une habitation entre Saint-Pierre et Prêcheur, l'habitation du champ. Et Césaire prend son tambour, Romain prend son tambour pour accompagner ces femmes, et pour ce geste-là, cet acte-là, il sera arrêté, on va l'amener au tribunal et tout. Et cet événement va créer de l'émoi chez les esclaves qui vont venir devant un tribunal, etc. Et après, quand les esclaves se repartent des habitations, on va tirer sur eux, on va en tuer, et là, ça va éclater, la Martinique va entrer dans sa période, vraiment une période de révolution, où les Noirs vont se battre et vont se libérer eux-mêmes de l'esclavage. Parce que ça s'est passé le 21, me semble, et 2 jours, 48 heures après, c'était fini, les chaînes étaient tombées. Et grâce au tambour, les chaînes étaient tombées. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, quand on réalise déjà dans notre histoire la présence du tambour dans notre histoire, quand on réalise comment le tambour donc, a contribué à cet éveil-là, mais ce n'est pas n'importe quel tambour. C'est comme on a crié tambour l'amour. C'est un tambour qui a fait nous partager des belles bagailles entre nous. Parce que nous tambour blogodo et bon, nous pouvons jouer tambour simplement pour nous pour nous bouler royaux, mais nous pouvons aussi jouer tambour parce que ça c'est dit faut que nous jouions tambour aussi pour nous donner la joie. Je ne parle pas de ça. On joue au tambour, on est dans la joie. Mais pour d'autres choses aussi, on peut jouer au tambour.
Et ce qu'il y a aujourd'hui, donc nous avons ce que j'appelle la lignée de Romains, c'est-à-dire les tambouillés, qui se sont mis en collectif. Et nous avons donc nommé Romain roi tambour Martinique. Et on a nommé Romain roi tambour Martinique parce que c'est lui qui a déclenché, c'est ton tambour qui a déclenché cette libération des esclaves. Ça, c'est une chose. Et donc, comme étant nous-mêmes des descendants de cette lignée, nous avons nommé Apollon Valade, qui était Papa Tambour. Il est décédé maintenant, c'est Paul Rastock, qui est Papa Tambour. Et après, Paul Rastock, ceux qui viennent derrière, c'est-à-dire les plus jeunes, c'est Marcé, qui est le prince premier, parce que si Romain, c'est roi tambour, mais Marcé, c'est un prince tambour. Donc Marcé, moi-même, Willy Léger, Sissi Percussion, et toute une lignée de tambouillés. Donc il y a les princes premiers, et il y a les plus jeunes et tout ça. Et donc tout ça, c'est une organisation que nous avons mis en place, on appelle Tambour Royal Martinique, une organisation. Donc nous organisons des choses, nous faisons des événements. Et voilà, pour revenir au Lassotais, c'est pas possible que le tambour soit présent pour préparer la terre, pour cultiver, et quand on va récolter, le tambour ne soit pas présent. Donc nous dit Adam Tambour Royal, nous dit non, il faut que le tambour soit présent. Donc on est en train de mettre en place, c'est encore que le tambour la récolte, pour qu'à des moments de récolte, le tambour est là, que les gens jouent au tambour, que les gens dansent, et que ça contribue aussi, mais aussi remercier la lune. C'est Lina qui a fait manger à Gervais. Donc c'est un moment de partage, un moment de joie, de reconnaissance à la nature et au tambour. Voilà. C'est une chose qui peut se faire à la fête de la canne, après la récolte. Oui, pas seulement de la canne, mais de toute récolte. Oui. À la fin de l'année, nous avons récolté Bokoji et tout partout, puis avoir des communes, des moments de fête, de récolte, et même dans toute l'année, quoi. Ça peut être de fouilles ou n'importe quoi. C'est-à-dire, c'est un moment où le tambour accompagne la récolte. Ça nous plante, c'est Dachine, qui c'est les gyms, que nous fêtons ça. D'accord? Et pour moi, c'est une relation aussi avec... c'est une reconnaissance envers la nature qui nous nourrit aussi. Tu vois? La relève, est-ce qu'elle est assurée aujourd'hui? La relève, est-ce qu'elle est assurée aujourd'hui? La relève, bon, j'avoue que personnellement, je suis un homme béni. Pourquoi je suis un homme béni? C'est que j'ai eu 7 enfants, et 7 sont musiciens. Bon, pour moi, c'est extraordinaire. Bon. Et mes 3 derniers sont particulièrement percussionnistes, tambouillés, les 3 derniers. Il s'agit de mes 3 derniers fils, Laël, Samuel et Yoram. Respectivement 27 ans, 26 ans et 16 ans. Laël, percussionniste, a joué avec moi sur scène à l'âge de 3 ans. Il est monté sur scène jouer à l'âge de 3 ans. Après, on est parti en Belgique. Il a été invité par Mario Canonge, à jouer avec Mario Canonge. Il avait 6 ans à l'époque. Avec... Mario Mas en concert. J'ai dit déjà à cette époque-là, il n'avait que 6 ans, il était déjà invité dans des concerts de jazz parfois. De jazz, hein. Le gamin avait 6 ans. Quand je dis que je suis un homme béni, c'est ça aussi. C'est que mes enfants ont cette fibre-là en eux. Et pour moi, Laël aujourd'hui, c'est un bon percussionniste. Mes enfants, c'est des bons musiciens. Et il est quelque part un peu un porte-drapeau de cette génération concernant le tambour. Il est un peu un porte-drapeau, parce qu'il joue bien, il a le tempérament qu'il faut, parce que le tambour a un tempérament, le tambour a une volonté, le tambour a une détermination, et ça, je le dis pour les téléspectateurs, c'est important. Le tambour, il agite sur notre caractère, tu vois, et lui, il a le tempérament qu'il faut, et moi, je le vois comme ça, je le vois comme un jeune, c'est vraiment un porte-drapeau du tambour martiniquais. Il se prépare, il voudrait donc partir sur l'Afrique aussi pour développer des pratiques rythmiques africaines. Voilà. Et donc, moi, c'est la joie d'accompagnement, moi. Voilà. Normal. Voilà. Bon, maintenant que nous sommes sortis de cette logique, où hier il était interdit de regarder un tambour, aujourd'hui, il faut simplement le mettre en valeur. Ouais. Surtout l'écouter. Ouais. L'écouter pour comprendre ce qu'il dit. Oui, tout à fait. Et en tout homme sommet un musicien. Ben oui, surtout chez nous. Oui.
surtout chez nous. Quand on regarde une île comme la Martinique, où, d'après mes calculs, d'après un peu la façon dont on a un peu investigué la réalité musicale et artistique en Martinique, j'ai eu l'occasion une fois à France Inter, sur France Inter, de dire à une journaliste, en Martinique, il y a un artiste pour 100 habitants. Et quand je dis ça, elle était... ne comprenait pas. Je dis oui, en Martinique, on a un artiste pour 100 habitants. Et ce qui est vrai, c'est que quand on regarde le pays, on n'a pas d'école, on n'a pas de conservatoire, comme il y a en France ou ailleurs, et on a une panoplie de pianistes, de batteurs, de musiciens, mais de musiciens, de talent, de vrais talents, d'accord? Et notre musique martiniquaise, d'ailleurs, c'est une musique qui n'a rien à envier à aucune musique du monde. Ça, il faut que les Martiniquais le sachent. Hein. La biguine qu'on délaisse aujourd'hui en Martinique, elle est tellement appréciée, par exemple, aux États-Unis, par le Nord-Américain, la biguine martiniquaise. Oui. Est vraiment appréciée par le Nord-Américain. D'accord? Et pour moi, la biguine, c'est notre jazz. C'est notre jazz. Mais nous, on est un pays là, c'est à nous, ce qui n'est pas ni valeur. Donc, c'est ça le drame. Notre langue n'a pas de valeur. La couleur de notre peau n'a pas de valeur. Le grain dans le cheveu n'a pas de valeur, etc., etc. Le tambour n'a pas de valeur. Mais il faut que ça cesse. On est dans un temps où il faut comprendre que nous ne sommes pas moins humains que les autres. Okay? Nous sommes au même niveau que tout être humain. Et que nous, Martiniquais, devons justement prendre ce qui est à nous et l'élever. Et que nous élevons ce qui est à nous, que nous élevons notre langue, notre couleur de peau, notre tambour, etc., etc., c'est nous-mêmes que nous élevons. Et nous avons un autre regard sur qui nous sommes. Moi, c'est ce que je veux dire aujourd'hui. Pour moi, c'est important. Alors, la génération qui vient, elle en a besoin. Elle a besoin de cette valorisation-là. Il y a un endroit où nous avons échoué, c'est que la maison de Racine, au manoir, oui. Nous l'avons fait récupérer par la ville de Fort-de-France à l'époque. Et on pensait qu'on aurait pu avoir la maison, le haut lieu de la biguine. Ben oui, un lieu culturel. Un lieu culturel où tout c'est... Pour l'instant, c'est de la ruine. Ah oui, c'est un win, là. Donc, tout a été détruit. Oui. On peut reconstruire à l'identique la chose. Oui, bien sûr. Exactement comme Tropicana à Cuba. Okay. Celui qui est descendu à la Havane, qui a été à Tropicana, il comprend tout de suite ce que je dis. Ouais. Alors pourquoi ne pas faire la même chose chez nous ici? C'est toujours le même problème politique. Faire en sorte qu'on puisse avoir cet établissement qui puisse accueillir le monde entier. Ouais. Puisque notre musique, elle est internationale. Bien sûr. Japonais qui a joué, tout le monde a joué. Et le pire, c'est que lorsqu'on met ces musiciens de très haut de gamme devant juste un petit percussionniste martinique qui fait ses débuts, instinctivement il lance, il joue instinctivement, il joue à l'oreille. Donc si on fait ce qu'il faut pour le pousser... Mais bien sûr. Bien sûr. Et d'autant qu'aujourd'hui, pour conclure, notre banquier, il a changé de comportement. Il est beaucoup plus respectueux du musicien. Hier, quand un musicien allait voir un banquier pour t'accompagner, alors là, t'es qu'à bon coup de visite. Hein. Ouais. Alors, juste pour dire, quand on parle de talent, on parle de capacité de nos artistes, moi, je suis fier de dire que Marius Cultier, pianiste martiniquais, qui, à sa mort, il y a des messes qui ont été faites pour lui, aux États-Unis, par exemple. D'accord ? Au Canada, oui. Et au Canada, mais aussi aux États-Unis. Et par des musiciens, par des pianistes qui ont reconnu sa dimension. Marius avait une émission au Canada, il avait son émission de télévision à lui. D'accord ? Alors qu'on sait bien que sur le marché américain ou canadien, tu es un étranger, on ne peut pas passer comme ça. Non. Tu as des syndicats, des artistes, tu as plein de trucs, tu ne passes pas. Mais lui, grâce à son talent, Marius est arrivé à avoir son émission de télévision à lui, de musique, à la télévision canadienne. C'est extraordinaire. Et par exemple, on regarde Jojo Cabla. Oui, aussi. Jojo Cabla, mais lui, il est arrivé que le Porto Rico, on vienne le chercher en Martinique pour l'amener jouer à Porto Rico. De latine, la musique latine. Alors que Bougla, il est martiniquais. Et donc, c'est Latinoa qui a fait venir jouer Pio parce que Bougla est un niveau.
Et nous avons ça chez nous. Nous avons ça chez nous. Nous avons énormément de musiciens de grand talent chez nous. Donc, un gars comme un pianiste comme Chico Gelman. Chico Gelman, bon, pour moi, c'est vraiment un plaisir j'ai cheminé avec lui pendant pas loin de 10 ans. On a fait des choses ensemble. Eh bien, Chico, quand je lis un article d'un journal de jazz français, c'est Jazz Magazine, qui dit que Chico Gelman, il dit, mais comment un artiste de cette envergure, de ce niveau, n'est pas connu sur le territoire français? Et l'article dit que Chico, il a le gabarit de Cecil Taylor, qui est un immense pianiste américain, ou de Herbie Hancock, mais parmi les plus grands américains. On te dit que Chico, il a cette dimension-là. Et c'est un journal de jazz magazine, c'est-à-dire des critiques de jazz qui le disent en France. Alors que Martinique, voilà la situation de notre pays. Tu vois. Donc, avant que l'émission se termine, il y a deux choses que je veux dire importantes. Ce que je souhaite, c'est que, parce que ça fait des années, parlons de 10 ans, que j'en parle, qu'il y ait un édifice créé en honneur de Romain. Parce que Romain, c'est le tambouiller qui a déclenché la libération des esclaves. Et jusqu'à présent, on n'a pas très parlé de Romain. On a la statue Schellcher, on a la bibliothèque Schellcher, on a la rue Schellcher, on a la commune de Schellcher, mais on a le Romain, on n'a rien de Romain. On n'a rien de Romain. On n'a rien de Romain. Alors on n'a même pas un édifice mémoriel en son honneur. Et moi je dis, ça fait longtemps que les tambouillés, on insiste pour que ça soit créé. Et nous avons fait un appel à Jodia. Je demande aux autorités politiques et culturelles de cette région du Nord, c'est-à-dire entre Saint-Pierre et Prêcheur, l'habitation du champ, il faut créer un édifice. Et nous Tambouillés, nous sommes prêts vraiment à y participer, mais vraiment de tout notre cœur, parce que c'est tout à l'honneur de notre histoire, mais aussi ça nous permet, quand on reçoit des personnes qui viennent d'ailleurs, des étrangers, de présenter aussi l'histoire de Romain à ces personnes-là. Alors ça, c'est une chose. La deuxième chose que je voulais souhaiter également, c'est que sur la Savane, il y avait le Forum France Fanon, qui était encore un haut lieu de la culture. Je revois Césaire venir au Forum, regarder ce qui se passe. Et c'est un espace, un théâtre de verdure que Césaire avait créé. Mais vraiment, on a vu des choses extraordinaires. Moi, j'ai joué avec Diffé au Forum France Fanon. Ce jour-là, il y avait entre 4 et 5 000 personnes. On était assis tout partout, on était assis en pied-bois tout partout. On a fait d'immenses concerts là. Et malheureusement, le forum n'existe plus. Ce serait souhaitable que qu'on puisse recréer cet espace-là, qui a été cher à Césaire, mais aussi c'est un besoin pour les Martiniquais, pour les Foyalais principalement. Voilà. En tout cas, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est tout le plaisir pour moi. Nous avons écouté, on a compris, il y a urgence. Il y a urgence de redevenir Martiniquais. Redevenir Martiniquais. Arrêtez de regarder ailleurs ce qui se fait, commençons par faire ce qu'il y a à faire chez nous, et puis qu'on puisse exporter tout ça. Redevenir Martiniquais, pour moi, c'est simplement oser nous regarder nous-mêmes et reconnaître la valeur de ce qui est en nous. C'est simplement ça. Oui, en tout cas, merci, et puis j'espère que les téléspectateurs ont compris. C'est un plaisir d'avoir été invité par toi. C'est tout un plaisir de t'accueillir, surtout qu'il faut faire vivre cette partie-là. Il faut surtout écouter pour comprendre. Et nous demandons à nos dirigeants de tout mettre en œuvre pour qu'on puisse mettre en application la survie, je dirais même, de notre musique. Ouais, tout à fait. Merci encore.